Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est une configuration un petit peu particulière. Je vois des initiales sur mon écran plutôt que voir des visages en face de moi dans un amphithéâtre. Je dois dire que c'est un petit peu différent. Je vais vous partager le diaporama que j'ai préparé pour cette session. Alors, voilà, je pense que là, c'est bon. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui, on voit tout à fait Bon, le PowerPoint. parfait. Je le vois. Donc, très bien. Bien, donc j'ai pensé qu'il était nécessaire, dans la mesure où cette notion de laïcité, elle est souvent utilisée, brandie, et j'ai pensé qu'il était nécessaire de revenir un petit peu aux fondamentaux et de rappeler, non pas de faire une histoire de la laïcité, bien sûr, mais de rappeler à quel point cette notion est liée avec l'école telle qu'elle est conçue en France depuis la fin du XIXe siècle. Donc, quelques clés pour comprendre et pour mettre en œuvre ce principe de laïcité dans vos classes et surtout pour la faire vivre dans vos établissements. Donc, je pense qu'il est toujours extrêmement important quand on parle de quelque chose, et en particulier quand on parle d'une notion qui est souvent instrumentalisée, de revenir au texte. Donc, les textes principaux concernant la laïcité, vous allez les trouver là dans ce diaporama. C'est d'abord l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, donc de la Constitution de la Ve République, qui précise la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Voilà. Donc, déjà, là, le principe est posé, et déjà, on entrevoit ce qu'est cette notion de laïcité. C'est un principe qui assure l'égalité devant la loi. Donc, cet article, bien sûr, il reprend celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui donc instaure la liberté d'opinion, et nul ne doit être inquiété pour ses opinions. Alors là, moi, j'ai le petit logo attendez, je vais revenir en mode présentateur. J'ai le petit logo, mais derrière le petit logo de la journée, il y a écrit eux-mêmes religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc ça, c'est aussi une limite, mais qui est finalement qui est légère, je dirais. Alors, voilà. Bien. Deuxième texte très important, c'est la loi du 9 décembre 1905. Alors, vous savez qu'en général, à l'INSPE, on fait cette journée laïcité autour du 9 décembre. Bon, cette année, ça n'a pas été possible d'emblée, mais c'est quand même en général pour ça, en quelque sorte, pour célébrer cette loi du 9 décembre concernant la séparation des églises. Madame Chex, on a un Oui, oui. problème de son et on a un problème de diaporama aussi. Si vous pouviez cliquer sur les bonnes diapositives au fur et à mesure. Merci. Bah alors, là, je suis sur la diapositive loi du 9 décembre. Et puis mon Non, micro avait. Non, ouais. Il faudrait que pas vous moi. cliquiez dessus. On ne voit pas. C'est le partage d'écran qui ne marche plus. Oui, je pense. Et est-ce que là, ça marche? Je Alors, vois pas la diapositive. ça a été désactivé. Ah, alors si tu peux relancer. Alors, je relance.
Est-ce que là, c'est bon? Je ne vois pas, je ne vois rien. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pas la main. Est-ce que c'est possible que j'ai pas la Ah, ça main? y est, ça revient, ça revient. Ça va Ouais. être bon là. Sauf que moi, Ça je va l'ai revenir. plus là. Sauf que moi, je ne l'ai plus là. Excusez-moi, je me permets d'intervenir, mais pour que tout le monde voit le diaporama, il Oui, faut passer le bureau et pas uniquement l'application PowerPoint, sinon ça ne fonctionne pas. d'accord. Mais seulement, ça ne me le propose pas dans le bac de partage. Ça ne me pro... Est-ce que là, vous l'avez? Pardon. Oui, là on a le Est-ce- diaporama. Là, vous l'avez. Oui, Bon, du coup, vous oui, avez... on est sur la diapo. C'est bon, on est sur la diapo 4. D'accord. Bon. Donc, je le laisse comme ça, hein. Il est peut-être pas très grand, mais Oui, oui, non, de c'est bon. Oui, toute façon, je le mettrai à disposition, hein. très Voilà. bien, merci. Euh, donc voilà, je n'ai mis que les deux premiers articles. Merci en tout cas pour les conseils. C'est vrai que c'est différent d'un logiciel à l'autre. J'avais un petit peu rangé mon bureau quand même avant, hein, d'ordinateur, exprès. Donc, deux articles principalement, hein, parce que ce sont les articles voilà, principaux, donc, qui organisent cette séparation entre l'Église et l'État et qui organisent en fait les relations entre le religieux et le politique, hein. Donc, article 1, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Donc jusque-là, on est toujours sur les mêmes principes que ce que j'ai énoncé tout à l'heure, hein. Et deuxième article, et qui est important également, c'est que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, hein. Alors, je vais un petit peu expliquer. Donc, première chose, cette loi du 9 décembre, elle organise donc la séparation des églises et de l'État. C'est une loi de liberté, puisque elle garantit la liberté de conscience, ce qui veut dire liberté de croire, mais aussi liberté. Elle garantit également la liberté de pratiquer sa religion. Vous m'entendez toujours? Oui, on a eu une petite interruption, mais ça reprend. Ben, écoute, oui, il a été noté un participant a désactivé votre micro. Donc, voilà. Donc, je suis vigilante, hein. Je réactive dès que je vois que c'est désactivé. Donc, c'est aussi une loi d'apaisement, hein, dans un contexte extrêmement tendu, un contexte politique extrêmement tendu. En cette fin du 19e siècle, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais c'est le moment de l'affaire Dreyfus, et c'est une tension extrême entre catholiques virulents et l'État, et les républicains. Donc, l'article 2 organise donc la séparation entre les églises et l'État, pas de financement de culte, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas en France de religion officielle et que toutes les religions ont le même traitement. Alors, je vais essayer d'avancer dans le diaporama. Voilà. Donc, si je résume, hein, la laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une loi de liberté et non pas une longue liste d'interdictions, puisque c'est une loi qui permet la liberté de conscience et la liberté de culte. C'est ensuite la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Et enfin, c'est l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances ou les convictions. J'ajouterais, que la laïcité, elle organise également
la neutralité de l'État, hein, et de ses représentants, c'est-à-dire en clair des fonctionnaires, donc aussi des fonctionnaires stagiaires. Mais elle ne revendique pas la neutralité des usagers des services publics, hein. Et donc, cette neutralité de l'État, c'est elle qui garantit l'égalité des citoyens par rapport aux services publics. Alors, on va s'attacher un petit peu plus particulièrement maintenant au cas particulier de l'école, hein, qui a finalement mis en œuvre ces principes de laïcité avant, hein, la loi de 1905. Voilà. Et donc, petit rappel, hein, enfin, ça, ce sont des choses qui vous sont, je pense, connues, même au nom historien parmi vous. Petit rappel sur les lois scolaires des années 1880. Hein. 1881, la gratuité dans les écoles publiques. 1882, l'instruction, je dis bien l'instruction, hein, obligatoire et pas l'école obligatoire. Donc, instruction obligatoire, école publique laïque pour les garçons et les filles entre 6 et 13 ans. Les programmes qui sont rédigés à l'occasion de cette réforme excluent les références à la religion. Et puis, 1886, on va plus loin. Les écoles étaient très largement... l'enseignement est très largement assuré dans les écoles par un personnel religieux, hein, et la loi Goblet, elle, confie l'éducation dans les écoles publiques à un personnel laïque en interdisant aux membres des congrégations religieuses d'y exercer. Donc là aussi, on va plus loin, on a une laïcisation, si vous voulez, des programmes et une laïcisation du personnel. Donc c'est vraiment par là, hein, qu'on commence donc la laïcité en France. Et puis, autre loi, alors il ne faut pas penser qu'entre 1886 et 2004, il ne s'est rien passé, hein, sur le front de la laïcité à l'école, mais là, on est quand même davantage sur des grandes lignes, et donc on ne va pas rentrer dans cette histoire de détails. Donc, la loi du 15 mars 2004, elle encadre, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Donc, et là, en fait, c'est une interdiction pour les élèves, hein, de porter des signes ou des tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Donc, bon, voilà, cette loi, elle a suscité un petit peu de protestation au moment où elle a été adoptée, mais en fait, très vite, les choses se sont mises en place et il y a très peu de contestation de cette loi dans les établissements scolaires. Et quand on se trouve en tant que référent laïcité face à des contestations du principe de laïcité, ça n'est pas en général par le port de tenue. Et puis, dernier texte, et celui-là, je pense que vous l'avez dans vos classes, quelle que soit la discipline que vous enseignez. Dernier texte, donc la charte de la laïcité à l'école. Elle date de 2013 et elle s'adresse aussi bien aux élèves qu'aux personnels. Alors, on va en faire une analyse un petit peu détaillée, hein, et ça va nous permettre aussi d'inclure quelques-uns des apports de l'enquête de l'Institut Jean Jaurès, auquel Madame Boger-Cornu faisait référence en introduction, avec quelques précautions d'utilisation sur cette enquête. Donc, charte de la laïcité à l'école, on va d'abord s'attacher à ce qu'il y a ici au milieu, là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche à l'écran, j'essaye, hein. Donc, la nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Voilà. Ça, c'est la première chose. Alors,
ça a été un tout petit peu augmenté dans le Code de l'éducation, puisqu'elle confie aussi à l'école de transmettre des savoirs. Mais bon, ça, j'espère que quand même c'était bien clair pour chacun d'entre vous, hein. Mais elle confie donc à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Donc ces valeurs, liberté, égalité, fraternité, non-discrimination, égalité entre les sexes. Voilà, je ne détaille pas davantage, mais c'est en tout cas ce qu'on attend de l'école. Et évidemment, dans ce contexte, c'est essentiel d'avoir toujours ça présent à l'esprit. Donc cette charte, elle comporte au total 15 articles, hein. Les 5 premiers sont un rappel, hein, de ce que nous avons vu là dans la première partie de l'exposé, sont un rappel. Donc, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La République organise la séparation des religions et de l'État. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. Ça, je crois que c'est vraiment un point extrêmement important. Ce n'est pas le cas chez tous nos voisins européens, hein. Certains ont une religion officielle, voilà, en particulier les pays méditerranéens, etc. La liberté garantit la liberté de conscience, la laïcité, pardon, garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. Elle permet l'exercice de la citoyenneté. Et enfin, la République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ces principes. Donc là, on est vraiment sur les principes d'organisation de la laïcité à l'intérieur de l'école et on reprend, hein, les principes de la Constitution. Alors, on va voir maintenant les articles qui sont destinés aux élèves. Il y a d'ailleurs une version rédigée davantage pour les 6-12 ans, je dirais, hein, qui a été rédigée par la Ligue de l'enseignement, hein, de cette version, et où le vocabulaire a été un petit peu simplifié, hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir des articles concernant les élèves? D'une part, l'idée que l'école, c'est un moment où les élèves ne sont pas dans la famille et c'est un moment où finalement ils peuvent avoir accès à autre chose que ce que la famille leur propose. Alors cette autre chose, c'est d'abord, ça peut être bien sûr une ouverture culturelle, hein, c'est d'abord ça, c'est le savoir aussi, mais ça peut être aussi effectivement faire découvrir qu'il existe d'autres modes de pensée que le mode de pensée qui régit la vie familiale. Donc, elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression. L'idée qui est derrière ça, hein, c'est que l'école, elle va permettre aux élèves de développer leur libre arbitre. Et elle va leur permettre, comme dans la mesure où elle va leur montrer qu'il existe autre chose que ce qu'ils peuvent connaître par leur environnement familial, elle va leur permettre finalement d'exercer librement leur propre choix. Deuxième point, et ça aussi c'est quand même très important, et là on rejoint l'idée de faire partager les valeurs de la République, c'est aussi de faire partager une culture commune, hein. Et cette culture, c'est la culture commune à l'ensemble de l'humanité, hein, et pas uniquement quand même à un pays donné. Donc, elle permet l'exercice de la liberté d'expression aussi, hein, respect des valeurs républicaines, respect du pluralisme des convictions, mais effectivement, c'est une garantie que les élèves peuvent s'exprimer. Elle implique le rejet des violences, des discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons. Bon, là, il y a un petit peu de travail à faire encore. Et puis l'article 13, sur lequel je vais m'étendre un tout petit peu plus, c'est que aucun élève, hein, ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse
pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. Et voilà, donc je l'ai mis là, je l'ai un petit peu isolé, cet article-là. Les règles applicables, ça veut dire également qu'on ne peut pas contester un enseignement au nom de principes religieux. Et ça a été quand même une des questions posées par l'enquête commandée à l'IFOP par la Fondation Jean Jaurès. Alors, j'ai isolé deux choses. J'ai isolé deux choses et qui m'ont semblé tout à fait intéressantes. La question qui a été posée, alors là, je ne suis pas sûre que vous voyez très bien parce que déjà, c'est écrit en petit. La question qui a été posée, c'est « Afin d'éviter de possibles incidents provoqués par certains élèves, vous est-il déjà arrivé de vous auto-censurer dans votre enseignement sur ces sujets ?» Alors, je voudrais qu'on prenne quelques précautions. Ce sondage, je suis sûre que certains d'entre vous iront le regarder après. Et il y a quand même 2-3 petites choses qui sont un petit peu orientées, on va dire. Bon. Si vous regardez bien, le « non jamais » a été mis en bas de la présentation de la diapositive, ce qui fait que c'est ce que vous allez regarder en dernier. Or, le « non jamais », c'est quand même 51% des professeurs qui ne se sont jamais auto-censurés par crainte d'une réaction d'élèves. C'est-à-dire qu'ils ont quand même enseigné le génocide arménien dans leur classe où une population turque est importante, etc. Donc, voilà, je voudrais quand même qu'on ait ça présent à l'esprit. Non jamais, 51%. Total oui, 49%. D'accord. Et c'est un petit peu en hausse par rapport à une précédente enquête. D'accord aussi. Mais oui régulièrement, 5%. Oui de temps en temps, 22%. Et oui, mais rarement, 22%. Alors, bon, d'abord, moi, je trouve que le de temps en temps et le rarement, c'est quand même pas très précis. Le oui régulièrement, il m'inquiète davantage, mais j'aurais tendance à remettre un petit peu les choses à leur place. C'est oui régulièrement, mais pour 5% des enseignants. Et ensuite, alors il y a ensuite toute une analyse, une deuxième diapositive qui analyse cette question en fonction des établissements où enseignent les professeurs, en fonction de l'âge des professeurs, en fonction aussi de leur appartenance politique déclarée, de leur appartenance religieuse éventuellement déclarée, etc. Donc, je ne vous l'ai pas mise ici parce qu'elle est d'une lecture un peu difficile, surtout pour être commentée comme ça en diaporama à distance. Mais j'en tire quand même trois petits enseignements. D'abord, c'est très variable selon les types d'établissements. Je ne vais pas vous surprendre beaucoup en vous disant que les questions d'autocensure ou les questions de contestation d'enseignement, elles se posent davantage dans les établissements situés dans des banlieues populaires et établissements de l'éducation prioritaire. Voilà, donc ça déjà c'est la première chose. Deuxième point, et là ça vous intéresse beaucoup, c'est qu'elle concerne essentiellement les professeurs de moins de 30 ans. Donc ouais, je vais y revenir. Et troisième point, elle concerne essentiellement également les professeurs qui par ailleurs déclarent éprouver des difficultés de gestion de classe. Difficulté à maintenir la discipline dans leur classe, c'est comme ça que c'est présenté dans l'enquête de la Fondation Jean Jaurès. Alors, pourquoi j'insiste sur ces deux derniers points? Le premier, je vais commencer par le dernier, la question de la discipline dans la classe. Ça s'apprend, ça s'acquiert, c'est un travail de longue haleine. Et ce n'est pas parce que dans votre année de stage, vous aurez éprouvé des difficultés sur ce point que c'est fichu pour toujours. Non. Voilà, vous aurez cette année tiré des enseignements de ce que vous avez appris
Et il y a un certain nombre de choses à mettre en place dans des classes, de rituels, de façon à installer votre autorité dans la classe. Autorité bienveillante, mais autorité. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, et c'est lié avec le moins de 30 ans, alors est-ce qu'il y a une espèce de bizutage des enseignants hein, dans certains endroits voilà, on va essayer. J'ai vu l'autre jour une professeure d'histoire chevronnée, hein, mais dans un établissement d'éducation prioritaire, qui m'a dit oui, il y a un élève qui est venu me voir en me demandant Madame, est-ce que les hommes préhistoriques, vous y croyez? Bon, alors la réponse qu'elle lui a faite, c'est qu'on n'était pas dans le domaine de la croyance, mais dans le domaine de la science, et c'est la réponse à faire. Mais vous voyez, on essaye. Hein. Donc, moins de 30 ans, voilà, je pense que vos élèves, ils vont essayer des choses avec vous. Donc, si c'est un terrain sensible, ils essaieront ça. Après, c'est pas innocent qu'ils essayent ça plutôt qu'autre chose. Hein. Mais c'est un, c'est un point hein, oui, de bizutage du prof qui peut exister. Et puis, je vais terminer sur la question, donc, moins de 30 ans. Comment on fait? Eh bien, on se forme. Voilà, on se forme, on lit sur ces questions. On se renseigne. Il y a des quantités d'ouvrages qui sont parus, bon, de qualité inégale, mais enfin, voilà, vous en trouverez. Et puis, vos, vos formateurs à l'INSPE vous proposeront toutes les références utiles de façon plus facile que sur un diaporama, mais on se forme hein, et de façon à pouvoir asseoir ces réponses. Et puis, si on sent que ça va déraper, on peut aussi dire à l'élève, ta question, elle se pose, elle mérite une réponse, mais on ne va pas y répondre maintenant. Vous avez le droit, en tant que professeur, c'est vous qui êtes le maître à bord du navire classe. Vous avez le droit de dire, ça, ok, je l'ai entendu, mais la réponse, je l'apporterai la fois suivante. Et entre-temps, eh bien, votre réponse, vous la travaillez. Hein, mais il faut éviter de se laisser entraîner sur un terrain. Et puis, si vraiment vous sentez que la situation vous échappe, il faut en parler. Il faut en parler à vos collègues, il faut en parler à votre chef d'établissement sans attendre. Et il faut surtout essayer de prendre le contrôle avant d'arriver à une situation irréparable. Hein. Voilà, bon, alors, bon, personne n'aurait pu imaginer l'affaire Samuel Paty quand même. Hein. Mais c'est la conjonction de galaxies un peu différentes bon, qui a provoqué cet événement tragique. Mais il ne faut pas rester seul face à une situation dont vous sentez que ça va s'envenimer. Alors, je vais vous montrer une diapositive suivante que j'ai extraite aussi de ce rapport. Bon, alors là, je ne sais pas du tout si c'est visible, hein, mais vous irez la voir. Donc, au cours de votre carrière d'enseignant, avez-vous déjà, même moi j'ai du mal sur mon ordinateur, vous voyez, même moi j'ai un petit peu, alors je vais essayer de la grossir un tout petit peu. Voilà. Avez-vous déjà observé, au moins une fois de la part d'élèves, des formes de contestation au nom de la religion? Alors, pourquoi je l'ai mise? Eh bien, je l'ai mise parce que ça ne concerne pas que l'histoire-géographie, cette affaire. Voilà. Lors de cours d'éducation physique, 27% des enseignants, hein, oui, durant l'année scolaire 2019-2020, oui, durant l'année scolaire 2018-2019, oui, mais ça vous est arrivé avant. Hein. Donc, lors d'enseignements abordant la laïcité, lors des cours d'éducation à la sexualité, lors des cours d'enseignement moral et civique, lors d'enseignements de SVT. Hein, bon, c'est pas maigre non plus. Vous voyez que les contestations, hein, elles sont pratiquement plus importantes hein, dans les cours d'EPS, finalement, que dans les cours d'histoire-géographie. Hein. Donc, voilà, alors ce qui pose problème en EPS, c'est la participation des filles à certaines activités et la piscine. Voilà, je ne m'étends pas. Hein. Mais voilà, donc au total, 53% des enseignants interrogés hein, ont observé de la part d'élèves au moins une fois des formes de contestation au nom de la religion. Hein.
Une question qui pose problème dans certains établissements, c'est les tableaux, enfin les œuvres d'art avec de la nudité, hein. Surtout de la nudité féminine. Je n'ai pas l'impression que la nudité masculine, ça pose autant de problème, de ce que j'en vois, hein, de mon poste d'observatoire de référente laïcité, hein. Mais voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, oui, personne n'est à l'abri et que mieux on est préparé, mieux on peut répondre et avoir la réponse appropriée et la réponse qui permet que la situation évite de dégénérer, hein. Donc voilà pour ce qui concerne donc les élèves et en particulier ce fameux article 13, hein, nul ne alors évidemment, hein, si vous dites à un élève qui est en train de contester ce que vous êtes en train de dire, ah, mais attention, hein, parce qu'avec l'article 13 de la charte, je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup d'effet. Mais en revanche, cette charte, je vous rappelle qu'elle est signée par les parents dans les carnets de correspondance des élèves en même temps qu'ils signent le règlement intérieur. Voilà. Et puis enfin, et ça je crois que c'est quand même très important aussi, c'est que la charte de la laïcité, elle comprend des articles qui sont destinés au personnel. Et à savoir donc, les personnels ont un devoir de stricte neutralité, hein. Ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. On a tous connu des professeurs candidats aux élections, par exemple, ou soutenant des candidats qui faisaient campagne dans leur classe. Non, voilà, hein, non. Bon. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, hein. Et donc, c'est important aussi de réfléchir à comment on peut mettre ces principes en œuvre dans sa classe. Comment finalement, même en faisant des maths, on peut travailler sur les principes de laïcité, hein. Donc, nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. Bon, bien sûr, je vous rappelle que la laïcité organise d'abord la neutralité de l'État et ça passe par la neutralité des personnels. Et enfin, les enseignements sont laïques. Je vous le dis, dès les années 1880, on enlève les références à la religion des programmes. Donc l'idée, c'est de garantir aux élèves l'accès à la plus grande diversité des visions du monde, ainsi qu'à l'étendue et la précision des savoirs. Donc aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Donc il faut éviter, bien sûr, de s'auto-censurer. Et aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. Donc là aussi, hein, votre légitimité, elle est fondée sur le savoir que vous avez acquis et que vous continuerez d'entretenir tout au long de votre carrière. Et puis, dernier point, des articles donc qui organisent la vie scolaire. Donc, le rappel de la loi de 2004 hein, sur le port de signe ou de tenue et un appel à faire vivre la laïcité au sein de l'établissement. Alors, on a des tas d'établissements qui mènent des actions. Ça peut être une action lors de la journée de la laïcité, ça, donc assez ponctuelle. Ça peut être un peu plus quelque chose autour des valeurs de la République, organisé souvent autour du 9 décembre. Bon, cette année, la situation sanitaire complique, bien sûr, hein, vous le savez tout aussi bien que moi, complique bien sûr tout ce qui nécessite du brassage d'élèves, d'être hors la classe, etc. Mais bon, ça n'empêche pas quand même de faire réfléchir les élèves sur ces principes, de les faire. Peut-être on a vu la charte de la laïcité traduite en petits sketchs, en petites scénettes. On a vu on a vu aussi on la voit traduite par des illustrations, etc.
Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est un travail, voilà, quand vous serez un petit peu installé dans un établissement, c'est un travail que vous pourrez initier avec vos collègues, CPE, avec vos collègues professeurs documentalistes qui sont souvent de très bons, conseils et qui ont, beaucoup de ressources, sur ces questions, hein, et de façon à, permettre donc, voilà, de faire vivre, au-delà de la laïcité, hein, de faire vivre, les valeurs de la République dans les établissements scolaires. Si vous avez une question, la réponse, elle est dans ce guide. Ce guide, il s'appelle Vademecum, la laïcité à l'école. Il est accessible. Alors, je ne suis pas très sûre que mon lien là soit encore actif, mais il est accessible sur Eduscol. Hein, vous tapez Vademecum laïcité dans un moteur de recherche bien connu et vous le retrouverez. Enfin, mettez à l'école quand même parce qu'il y a des Vademecum laïcité pour d'autres lieux. Hein. Donc vous le retrouverez assez facilement. Il est classé en fait par grandes questions et il propose des fiches ressources avec toujours l'éclairage juridique qui permet donc de fonder sa réponse et puis la jurisprudence. Voilà, donc c'est vraiment un outil extrêmement utile qui mériterait d'être beaucoup plus diffusé. Je vous engage à le télécharger et à vous faire une espèce de boîte à outils dans votre ordinateur avec les programmes et ce type de guide. Il y en a un aussi sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui est moins développé que celui-ci, hein, mais en tout cas qui est construit sur le même principe. Et je vous engage vraiment à aller le feuilleter. Et puis, encore une fois, si vous êtes confronté à un souci qui, à votre avis, met en œuvre la laïcité, allez voir, parce que vous ne serez sans doute pas le premier à rencontrer ce souci. Et du coup, vous aurez déjà des éléments de réponse. Voilà. Alors, pour conclure, mais après j'ai une petite diapositive qui fera le lien avec la conférence de 11 heures avec Monsieur Lecointre. Pour conclure, donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que la laïcité, ça n'est pas quelque chose qui interdit, hein, et ça n'est pas quelque chose qui est dirigé contre une religion en particulier. Hein. C'est au contraire quelque chose qui a été pensé pour permettre la liberté de conscience, hein, et la liberté de culte. Et du coup, la laïcité, on la trouve parfois quand on vous parle des valeurs de la République, on dit liberté, égalité, fraternité. Mais la laïcité, c'est bien plus un principe, hein, au sens chimique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui fait réagir. Hein. C'est bien plus un principe dans la mesure où c'est elle qui garantit la liberté de conscience et la liberté de culte. La liberté de conscience qui est quand même une des libertés fondamentales. Hein. C'est elle aussi qui garantit l'égalité de traitement entre tous les citoyens. Et c'est elle aussi qui, en garantissant la neutralité de l'État, et c'est fondamental de se battre pour ça, hein, permet le vivre ensemble. Voilà. Donc, voilà, j'aimerais bien que vous gardiez ça à l'esprit. Hein. Donc, ça n'est pas une arme anti-religion, mais bel et bien un principe qui permet de faire vivre les valeurs de la République. Et puis, en guise de transition, je voulais vous montrer ce petit texte de Jules Ferry. C'est une lettre aux instituteurs, hein, 27 novembre 1883. Et donc, il explique pourquoi on a sorti les références à la religion des programmes, hein, pourquoi on va développer l'enseignement moral et civique. Et il dit bien, l'instruction religieuse appartient aux familles et à l'Église. Bon, alors, 1883, on a une religion dominante en France qui est le catholicisme, et on a deux religions plus marginales,
le protestantisme avec deux variantes, et encore, on est en 1883, donc les protestants, on en a beaucoup en Alsace, 1883, l'Alsace n'est plus en France, et le judaïsme à l'état de petite communauté, enfin de communauté relativement marginale, hein. L'islam, oui, il est présent, mais pas sur le territoire métropolitain. Il est présent essentiellement en Algérie. Enfin, je vous rappelle quand même qu'en 1930, on construit à Paris une grande mosquée, que je vous engage à aller visiter si vous avez l'occasion. Donc, le législateur, voilà, donc, il distingue bien, hein, donc, ce qui est du domaine des familles, l'instruction religieuse, ce qui est du domaine de l'école, l'instruction morale, dans le sens de former des citoyens et les préparer à vivre ensemble, hein. Donc, séparer l'école de l'Église, ça va être la première étape vers la séparation des Églises et de l'État. Assurer la liberté de conscience et des maîtres et des élèves, hein, et distinguer enfin deux domaines, celui des croyances, qui sont personnelles, libres, variables, et celui des connaissances, qui sont communes et indispensables à tous. Et donc là, on est bien sur le thème que va, je pense, aborder Guillaume Lecointre tout à l'heure. Donc, la question de la croyance, qui relève de l'individu, et la question des connaissances, qui sont un bien commun de l'humanité et qui sont donc à partager sans modération, si je puis dire. Et ensuite, peut-on parler de religion à l'école? Oui, sous l'angle de la connaissance, voilà, mais pas sous l'angle finalement de la croyance. Alors, je vais essayer d'arrêter le partage. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je vais faire ça. Merci Madame Schex pour ces clés de lecture et comment dirais-je, l'illustration, mais en même temps des pistes sur les rapports entre école et laïcité, ainsi que sur les rapports de l'enseignement, et je dirais même des enseignements aux religions. Bon, personnellement, j'aime beaucoup effectivement votre avant-dernière diapositive qui montre bien que la laïcité, c'est à la fois la liberté, l'égalité et la fraternité. Je remercie les participants. Avant de poser une première question, vous pouvez d'ailleurs commencer à préparer vos questions sur le chat partie conversation. Je rappelle à tous et toutes que vous trouverez le Vademecum laïcité, le rapport de l'IFOP, la charte de la laïcité, ainsi que le rapport de la Fondation Jean Jaurès sur le Padlet qui a été créé par Madame Giry. Première question sur ce Padlet. Je vous la pose. Et peut-être le rapport aussi de l'Observatoire de la laïcité. Oui, je vais le mettre aussi. Bon, c'est 600 pages, mais enfin, ouais. Voilà quoi. Mais les étudiants ont déjà été, suite effectivement à l'assassinat de Samuel Paty, les étudiants ont déjà été destinataires d'un certain nombre de documents et d'informations. Première question, s'il y a contestation de la part d'un élève et que même en lui expliquant, il ne veut rien entendre, que fait-on? Question très vaste. Voilà. Alors, que fait-on? Bon, d'abord, on essaye surtout d'éviter que la chose s'envenime dans la classe, hein. C'est-à-dire on a tout à fait le droit de dire à un élève, ta question, voilà, je vois que pour toi, elle est importante, mais on va quand même continuer à avancer dans le groupe classe. Et donc, on propose à l'élève un rendez-vous en dehors de la classe. Moi, ça, je crois que ça me paraît vraiment important d'éviter que la situation dégénère dans la classe, hein. Il faut avoir toujours à l'esprit, je sais que c'est difficile, et surtout quand on débute, mais il faut toujours avoir à l'esprit que c'est quand même le groupe d'élèves, hein, l'ensemble des élèves qui doit être pris en compte, hein. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi recevoir l'élève en se faisant… d'abord, je veux dire qu'on
on n'a pas à le persuader, par exemple, que ce qu'il pense, c'est pas juste, hein. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un élève dans une copie en classe de 3e, sur le génocide arménien, par exemple, il a très bien fait le devoir, hein. Il a totalement répondu aux attentes, mais pour finir, il a écrit juste une petite ligne. Il a écrit j'écris ceci parce que c'est ce qu'on me demande de faire dans l'école française, mais par ma famille turque, je sais très bien que ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Donc cet élève, il est en proie à ce qu'on appelle un conflit de vérité, hein. Et on ne peut pas lui demander de choisir entre ses convictions à lui et l'école, mais il faut simplement arriver à lui faire comprendre qu'il y a des choses qui relèvent du domaine de la croyance, et d'autres, et qui sont parfois un peu irrationnels, hein, quand on croit, voilà, on ne peut pas tout expliquer dans le domaine de la croyance. Et puis, il y a des choses qui relèvent du domaine de la connaissance. Mais si on ne se sent pas d'étoffe à résoudre, il faut surtout se faire accompagner dans l'entretien. Voilà, ça me paraît important. Mais vous ne ferez pas forcément changer d'avis un élève, hein. Voilà, il ne faut pas non plus imaginer que c'est ça le but. Ça dépend aussi sous quelle forme se présente la contestation, bien sûr, hein. Il y a quand même des élèves qui… Bon, alors d'abord, il y a des élèves qui veulent vous tester, puis il y a quand même des élèves qui attendent peut-être aussi la confirmation de quelque chose qu'ils n'osent pas formuler, mais qu'ils pensent. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Et je vais devoir vous quitter dans vraiment très peu de temps, dans 4 minutes, je crois, malheureusement. Est-ce que vous avez une dernière question? Bon, bien écoutez, Madame Schex, merci beaucoup pour votre intervention. De rien, mesdames. Si vous en êtes d'accord, de nous envoyer votre diaporama, oui, tout à que fait. je pourrais aussi déposer. Alors, quel est le lien pour accéder au Padlet? On va vous le rappeler de toute façon dans un message. Le lien était indiqué sur l'invitation que vous avez reçue, mais on va rappeler le lien dans le chat. Et si vous pouvez effectivement m'envoyer, voilà, Madame Giry l'a rappelé. Si vous pouvez, Madame Schex, m'envoyer votre diaporama, je le déposerai bien sûr Je ferai ça tout à l'heure, Madame Boucher-Cornu. Ok. Bien, merci à tous, en tout cas, pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup pour cette effectivement présentation très particulière devant un mur un peu gris quand même. Merci. Alors, je vous propose donc de vous… Voilà. Je vous laisse afficher les merci quand même. Alors, je pense que vous aurez peut-être des questions qui viendront après. Alors, surtout, n'hésitez pas, hein, à les déposer sur le Padlet et nous nous efforcerons d'y répondre, peut-être pas rapidement, mais enfin, nous y forcerons quand même de répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup.